Nous allons commencer l'exercice 3 sur les vagues, donc traitement de vagues. Donc je vous demande pour commencer de charger le fichier websample.mat. Pour ça, vous allez aller dans le dossier vagues. Donc vous voyez que vous avez pas mal d'informations ici, vous avez pas mal de fonctions. Core NH qui va être la routine qui va permettre de faire la correction non hydrostatique du signal. PR Core qui est en fait une routine qui fait la même chose que Core NH et qui est disponible sur internet dans une toolbox MATLAB qui s'appelle WaveSP, donc W-A-V-E-S-P pour Spectrum, Wave Spectrum. Donc cette toolbox est distribuée par une université américaine et fonctionne plutôt bien, donc je vous invite à la télécharger si vous en avez besoin. Core NH, c'est une routine que j'ai écrite. T-Label, c'est la même chose que tout à l'heure, c'était pour venir inscrire les dates de façon un peu user-friendly sur les graphes. WebK, on va le regarder tout à l'heure, c'est pour venir calculer le nombre d'ondes K et la longueur d'onde L, comme on a vu en classe avec une méthode itérative de type Newton-Raphson. WebSample.mat, si je clique une fois dessus, je vois en bas le détail, j'ai un temps et une hauteur ici, avec donc 36 000 données. Et Zero Crossing, c'est une fonction qui me permet de venir calculer la hauteur de chaque vague et la période de chaque vague en utilisant la méthode de Zero Crossing dont on a parlé rapidement en classe. On va donc commencer par faire un load de websample.mat. Donc vous voyez, load websample.mat. On trace les données de hauteur en fonction du temps et on obtient ce graphe. Donc on voit qu'on a des données du 26 avril 2017. On a environ 1 heure de données. On va zoomer sur les données pour essayer de voir quelle est la fréquence d'acquisition. Alors ici, nous avons 1 seconde de représenter, et si on compte le nombre de points, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 points par seconde. On est donc sur une fréquence d'acquisition de 10 Hz. Avec une fréquence d'acquisition de 10 Hz, on peut résoudre correctement les vagues. Maintenant qu'on a regardé les données d'un peu plus près, nous pouvons attaquer la question 1. Question 1. Utiliser la fonction corenh.m pour faire la correction non hydrostatique du signal. Comparer le signal avant et après. Quelle est l'erreur relative sans la correction faite sur le signal? Donc si je prends la fonction corenh, elle est ici. On peut regarder comment elle fonctionne. Alors c'est une fonction qui va prendre en entrée corenh 3 informations, time, donc c'est juste un vecteur temps, un échantillon, c'est une hauteur hydrostatique de 20 ou 30 minutes, peu importe, on peut très bien prendre 1 heure, ça ne change rien, ça va juste changer le temps de calcul. Z, la hauteur du capteur par rapport au sol. Alors ici, le capteur se trouvait collé au sol, il se trouvait directement sur le sol. Donc on va reprendre directement échantillon corps égale corenh. Notre vecteur temps s'appelle time, donc c'est bon. Notre hauteur s'appelle hauteur, ici. Et pour Z, je prends 0. Ensuite, on va tracer le temps et la hauteur, et en même temps, le temps et la hauteur corrigée. Ça va nous donner le graphe suivant. Donc en bleu, vous avez la hauteur hydrostatique, telle que calculée simplement avec ρGH, ou avec la formule de Saunders. Et en rouge, vous avez la hauteur des vagues corrigée grâce à l'expression quasi non hydrostatique issue des équations shallow-water. Donc on voit que la différence sur des vagues, alors ici on a une vague de l'ordre de 2 mètres, on a quasiment 1 mètre de différence, donc 1 mètre de correction, et donc on retrouve des vagues qui sont plus pentues, plus étroites, et qui vont mieux correspondre à la réalité. On calcule maintenant l'erreur relative que l'on fait. Donc l'erreur relative correspond à la moyenne de la différence entre notre hauteur corrigée et notre hauteur divisée par la hauteur. On obtient une erreur relative de 0,8%. 0,008. C'est très peu. Si on regarde le max de l'erreur qu'on fait, on obtient 4% d'erreur. 4% d'erreur, c'est toujours pas très important, ça commence à devenir un peu plus important, mais pourquoi est-ce que ces valeurs sont si faibles alors qu'on a vu qu'on avait quasiment 1 mètre de différence sur une hauteur d'eau?
Là, on est en train de faire l'erreur par rapport à la hauteur d'eau totale. La hauteur d'eau totale était de l'ordre de 20 mètres. Donc, on regarde l'erreur qu'on fait par rapport à 20 mètres d'eau. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder l'erreur que l'on fait par rapport à la hauteur de vague qu'on va venir calculer. Donc, on vient calculer l'erreur absolue également, donc c'est-à-dire l'erreur en centimètres, ou en mètres ici. Donc l'erreur absolue est de 16 cm. On a 16 cm de différence entre les deux signaux. Si on regarde le maximum d'erreur qu'on peut avoir, on va jusqu'à quasiment 1 mètre d'erreur. Donc forcément, sur une hauteur de 20 mètres, 16 cm en moyenne, ça ne fait pas une grosse différence. Mais vous allez voir que quand on va venir calculer la hauteur de vague par rapport à la hauteur de vague, ça peut faire une grosse différence. Donc on passe à la question suivante, question 2. Utiliser la fonction zero-crossing afin de déterminer les paramètres moyens de vague. Alors pour rappel, qu'est-ce que c'est la méthode zero-crossing? Désolé pour la qualité de l'image. Vous avez un signal qui va osciller autour de 0 et on va venir chercher à chaque fois qu'on croise 0. Afin de déterminer une vague entière, on va choisir de déterminer soit les zéros quand on monte, soit les zéros quand on descend. Donc regardez ici, on a un 0, un autre 0, un autre 0, un autre 0. Et vous voyez qu'ici, on a choisi de prendre les 0 quand on monte. On aurait pu choisir de prendre les 0 quand on descend. Ça aurait fait ce 0-là, ce 0-là, ce 0-là. Donc ici, on choisit les 0 quand on monte, celui-là, 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 celui-là. Et on décide qu'entre chaque détermination de 0, on a une vague. Donc première vague, ici, on détermine sa hauteur par la différence entre ces deux extrémums et sa période par le temps entre les deux déterminations de 0. Idem, seconde vague entre ces deux déterminations de 0 en montant. Donc la hauteur, ici H2, et la période, ici T2, etc. Et donc on va faire ça pour toutes les vagues de notre signal. Pour cela, je vous ai donné la routine qui s'appelle Zero Crossing, qui fait partie aussi de la toolbox Wave Spectrum. Donc au départ des routines, vous avez un commentaire qui vous permet de comprendre un peu mieux ce que vous allez obtenir avec cette routine. Zero crossing, donc on prend en entrée data, frequency et threshold. Donc data, ça va être un vecteur de hauteur d'eau. Frequency, ça va être la fréquence d'acquisition, donc pour nous 10 Hz. Et threshold, il y a marqué qu'il n'est pas obligé de le préciser. Ici, on va garder la valeur par défaut. Dans les résultats, nous allons obtenir, alors il est écrit que soit on ne met rien devant ici, on ne vous pose aucun nom, et on aura directement le résultat du calcul en valeur moyenne, soit on met différents noms ici, et comme ça on pourra observer les résultats des valeurs moyennes dans un vecteur, les noms qui correspondent aux résultats. Et dans Wave, vous aurez les informations pour chaque vague. Comment s'est faite la détermination pour chaque vague avec des données de vagues triées. Dans la première colonne, vous aurez la hauteur de vague. Deuxième et troisième colonne, c'est les hauteurs sous 0 ou au-dessus de 0. Et dans la quatrième colonne, on aura la période. Donc on va regarder tout ça. Donc première chose, on va venir faire fonctionner la routine de façon simple, c'est-à-dire sans mettre d'output devant. Donc zero crossing, notre échantillon corrigé de hauteur d'eau, et ici 10, donc correspond à la fréquence d'acquisition. Donc on obtient une hauteur significative de vague de 3,48 m, une hauteur moyenne de vague de 2,27 m, le dixième, le pourcentile, donc à 4 mètres, donc c'est les H90 si vous préférez. Je vous rappelle, la hauteur significative de vague, c'est la moyenne du tiers des plus hautes vagues. La hauteur max, donc c'est-à-dire la vague la plus haute, était à 5,6 m. La période moyenne était à 13,9 et la période significative était à 14 secondes 52. Première chose, on va venir comparer ce qu'on a obtenu avec ce qu'on aurait obtenu sans faire la correction. Donc sans faire la correction, regardez l'énorme différence que vous avez sur la hauteur significative entre 3,48 m et 2,75 m. Mean wave height, donc la moyenne, on a quand même 50 cm de différence. Donc sachant que ce qu'on garde en général, c'est la hauteur significative. Ici, on se retrouve quand même avec 75 cm de différence sur une hauteur de 2,75 m. Donc là, on peut venir calculer
une erreur relative qui va être donc 3 mètres 48 moins 2,75. Donc ça, c'est l'erreur absolue. 0,73. Et donc, l'erreur relative, ça vous fait du 26%. C'est énorme, 26%. On est sur un quart d'erreur. Donc, il faut vraiment penser à corriger vos données avant de calculer des hauteurs significatives. Maintenant, on passe à regarder plus en détail les résultats en mettant des outputs ici, ce qui nous permettra d'obtenir l'ensemble des données pour toutes les vagues. Donc, qu'est-ce qui est placé d'abord dans Names? Dans Names, vous avez les noms des variables et dans Res, vous avez les valeurs calculées. Donc, en fait, ça correspond au tableau qui était directement affiché ici. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que nous avons dans Waves. Donc, si on regarde quelle est la taille de Waves, Waves fait 258 x 4. Nous avons 258 vagues qui ont été détectées dans notre signal. Et ici, vous avez la distribution de la hauteur de toutes les vagues, vague par vague, jusqu'à 258 vagues, classées de la plus grande vague mesurée à la plus petite vague mesurée. Ensuite, les colonnes 2 et 3 correspondent juste à la hauteur sous le niveau 0 et la hauteur au-dessus du niveau 0 de chaque vague. C'est un peu moins intéressant. On peut regarder rapidement la période. Donc, pour chaque vague, de 1 à 258, de la première à la 258e vague, vous avez la période qui a été calculée. Voilà, nous avons terminé le TP. J'espère que ces 3 exercices, on peut vous aider à appréhender un peu mieux les notions vues en cours et comprendre un peu mieux à quoi correspondaient les fluctuations qu'on peut observer avec un capteur de pression. Le code étape pour ce dernier exercice était apéro. N'en abusez pas, même pendant le confinement. Et je vous souhaite à tous une bonne semaine. Au revoir.